Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la première édition de La Bulle Bleue. La Bulle Bleue, c'est une émission mensuelle de décryptage coproduite par Rodentia Business School et To Empower, un groupe média composé de Major Prépa, Business School, Le Major, etc. Nous sommes dans le studio télé intégré au Média Campus d'Audencia sur l'île de Nantes. Et pour cette première mission, nous allons nous intéresser avec différents experts à la thématique suivante. 2020, quel impact pour les managers de demain? Mais pour commencer, un petit tour par l'actualité d'Audencia Business School lors de la Bulle Time. L'actualité d'Audencia depuis la rentrée est très riche. En effet, l'école s'est mobilisée à travers différentes initiatives. On note notamment la création d'un fonds de solidarité, un programme Sauvons une boîte qui permet à des étudiants de venir en aide à 7 entreprises locales. On notera également la création d'un programme Brio qui vise à réduire la fracture numérique et à réduire le décrochage scolaire duquel peuvent être victimes les étudiants qui n'ont pas accès aux outils numériques et digitaux pour suivre leurs cours à distance. Deuxième information, c'est la nouvelle promotion de l'incubateur central Audencia ENSA. L'incubateur et l'écosystème nantais accueillent 8 nouvelles pépites. On dénote Seven Smash, Articonext, Diazo, Nice, Farwen, Génération Zébré, Supercargo, Soleneo, Swivalo. 8 entreprises qui ont pour cœur de se développer dans les années à venir pour aider les étudiants et ainsi que leur écosystème à créer les emplois de demain. On note également l'apparition des dates du triathlon Audencia La Baule. Donc ce triathlon qui a été fondé en 1988 tiendra, espère du moins tenir sa 34e édition les 18 et 19 septembre prochains. Enfin, dans l'actualité, on retrouve les changements du concours AST d'Audencia que vous pouvez retrouver très précisément dans la newsroom d'Audencia que je vous invite à consulter. On se retrouve désormais dans quelques secondes avec l'arrivée de nos experts pour débattre de tous ces sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. A tout de suite. Deuxième rubrique de notre émission, le préambule. Nous avons fait venir 3 experts sur ce plateau aujourd'hui, 3 experts pour débattre de notre thématique qui est donc 2020, quel impact pour les managers de demain. Pour commencer, vous allez vous présenter. Honneur à vous, Olga. Olga Batrak, je suis enseignante à Audencia et je suis responsable d'un master spécialisé en management global des achats et de la supply chain. Thibaut aussi, présent parmi nous. Bonjour Mehdi, donc Thibaut Bardon, je suis professeur en management à l'école depuis une dizaine d'années. Je suis actuellement responsable de la recherche en management, donc je coordonne les activités de recherche qui concernent le management à l'école. Et Yann. Bonjour Mehdi, donc Yann Petit, je suis diplômé de la grande école Audencia et depuis 2013 j'ai rejoint PwC, donc un grand cabinet d'audit et de conseil, et je suis aujourd'hui dans les équipes d'audit auprès des établissements bancaires. Alors vous n'êtes pas sans savoir que la RSE a envahi les médias, qu'il s'agisse de presse économique, de chaînes télévisées. On parle très souvent de critères ESG, environnement, social, gouvernance. On va parler d'investissement socialement responsable. On peut voir les kiosques des magasins et voir que la RSE a pris une place majeure dans le paysage économique et dans nos débats. Et bien justement, nous allons débattre de RSE et c'est parti pour l'ébullition. Premier axe de notre débat, il s'agit de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Comme vous le savez, les entreprises ont dû s'adapter à cette pandémie. Une pandémie qui a causé des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, on en parlera peut-être avec Olga, qui a également causé des nouvelles manières de manager, on en parlera probablement avec Thibaut, mais aussi des grosses disruptions, des énormes disruptions à l'échelle bancaire que vous connaissez très bien, Yann. Alors peut-être pour commencer ce débat, qu'est-ce que la RSE? On en parle beaucoup, mais comment la définir? La responsabilité sociale des entreprises, c'est plutôt en fait une perspective qui consiste à dire que la finalité d'une organisation, qu'elle soit privée ou publique, n'est pas seulement la maximisation de la performance économique, mais plus largement la réconciliation entre performance économique, performance sociale et performance écologique. Donc ça, c'est effectivement une définition assez large, mais qui englobe bien effectivement ce thème de la RSE. Et comment on l'enseigne aussi à des étudiants potentiellement, Olga? Alors clairement, avec un exemple très simple, vous avez dit tout à l'heure que la crise sanitaire a eu un impact très important au niveau des entreprises. Regardons juste particulièrement les réseaux d'approvisionnement et de la distribution. Donc, pendant la crise sanitaire, il y a eu la fermeture des magasins pour la distribution physique. Donc la plupart des ventes, une grande majorité, étaient également faites, réalisées à travers les canaux de distribution digitaux.
Donc forcément, les entreprises, ils ont dû se réadapter. Cette nouvelle façon de distribuer, cette nouvelle façon de diffuser les produits a changé complètement le fonctionnement des entreprises. Donc ça, c'est côté distribution. Côté approvisionnement, au niveau de l'approvisionnement, certains produits ont été complètement en rupture. Et pour d'autres produits, il y a là, c'est pareil, c'était très très difficile de trouver l'approvisionnement de proximité avec les lieux de consommation. Donc tous ces aspects-là, au niveau de l'approvisionnement et de la distribution, sont enseignés à Audencia, et en particulier dans les différentes filières qui enseignent les achats et la supply chain. On va parler, par exemple, des achats responsables. Qu'est-ce que c'est les achats responsables? Quelle relation va-t-on développer avec son fournisseur pour mettre en place une relation de coopération, plutôt que juste regarder la baisse de prix et finalement regarder le profit ponctuel? Au niveau de la distribution, on va parler aussi de la green supply chain. Comment mettre en place un réseau de distribution qui va prendre en compte le flux global afin de minimiser l'impact écologique des produits sur le cycle total de la vie de produit. Donc voilà quelques exemples très concrets sur l'impact de la crise sur les approvisionnements et la distribution, et aussi la manière dont quelques aspects des enseignements, mais ils sont bien évidemment plus nombreux que ça. Et dans l'univers de l'audit aussi, on a le développement de l'analyse extra-financière avec donc des auditeurs extra-financiers. Comment ça se déploie au quotidien? C'est effectivement une très bonne question. En fait, ce qui est la RSE, un thème qui est finalement pas si nouveau, mais qu'on redécouvre avec la crise actuelle. Et juste avant la crise, il y a eu également la loi Pacte qui a introduit justement cette notion de raison d'être d'une entreprise. C'est ce qu'indiquait Thibault tout à l'heure, c'est que l'entreprise n'est pas seulement sur un plan économique, mais doit également se penser sur un plan environnemental et sociétal. Et donc la question qui se pose pour ces entreprises, qui du coup définissent une raison d'être, c'est de pouvoir justement définir des indicateurs pour mesurer justement ce qu'est cette performance extra-financière. Et donc c'est là tout l'enjeu en fait de cette nouvelle thématique qui s'introduisent autour de l'information financière, c'est justement de pouvoir trouver des indicateurs pertinents et ensuite de pouvoir les mesurer de façon fiable et in fine de pouvoir apporter une comparaison pour pouvoir les analyser. Mais c'est une discipline nouvelle peut-être pour les entreprises. Par exemple, vous travaillez souvent dans les services achats, dans la supply chain. C'est nouveau de prendre ce genre de critères en compte Et puis on peut se dire aussi qu'en phase de crise, on regarde surtout le profit, la survie à court terme. Alors comment justement font les entreprises pour concilier à la fois ces nécessités de survie à court terme avec cette soutenabilité et cette dimension de long terme, alors qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ont du mal à rembourser leur PGE, etc. Peut-on penser responsable quand on doit penser survie? Bien évidemment, oui. Et désormais, la fonction achat, enfin je parle en particulier là du coup pour la fonction achat, qui doit assurer les ressources nécessaires pour l'ensemble de l'entreprise pour pouvoir fonctionner, produire, que ce soit pour les achats directs, les achats indirects. Jusqu'à il y a très peu, on va dire, les acheteurs étaient considérés comme des cost killers, dont le seul objectif était d'acheter au moindre coût pour ensuite rajouter de la valeur et gagner en termes de marge. Désormais, c'est de moins en moins vrai. Parce que les entreprises sont conscientes aussi que les acheteurs sont également les personnes qui vont gérer le risque pour l'entreprise. Les risques qui peuvent être liés, alors bon, là, question de la pandémie, là je pense que c'est un risque nouveau qui va rentrer maintenant en compte au niveau de la gestion des achats, mais les risques multiples et les risques qui sont liés avec la RSE. Et les entreprises sont de plus en plus conscientes de cette relation qui doit être pérenne avec les fournisseurs, afin de garantir le fonctionnement stable des entreprises sans les à-coups, sans les variations, pour ne pas mettre aussi en danger les fournisseurs, pour ne pas les presser de telle manière que le fournisseur ne puisse juste pas supporter ce type-là de fonctionnement qui est uniquement basé sur les coûts. Peut-être pour compléter ce que dit Olga, et pour répondre directement à votre question, il ne faut pas opposer en fait performance économique, performance sociale et performance écologique. Ce n'est pas un jeu à somme nulle, si vous voulez. Il y a un cercle vertueux qui peut se créer parce qu'effectivement, quand on est performant socialement, typiquement, on a des employés qui sont satisfaits, qui sont plus engagés et qui donnent plus aussi à l'organisation. Et donc, effectivement, ça bénéficie à la performance économique. De la même façon, quand on s'intéresse à la performance écologique, ça permet de trouver des modes de fonctionnement qui sont certes plus vertueux, mais qui peuvent être aussi plus économiques. Pourquoi? Parce qu'on peut privilégier des circuits courts, par exemple. On peut privilégier des modes de fonctionnement circulaires qui sont moins coûteux. Donc il ne faut pas opposer en fait ces trois dimensions, et au contraire, l'objectif, c'est créer un cercle vertueux.
Et surtout, là, ce que l'on peut aussi réaliser, c'est que, alors je vais m'éloigner un peu du sujet qu'on a, mais si on pense au domaine énergétique, aujourd'hui, l'énergie la moins chère est verte. Quand on pense aussi au coût de long terme, quand on voit les fermetures de centrales nucléaires, on se rend compte également que l'on arrive à des soucis, à des problématiques que l'on n'a pas forcément avec des énergies renouvelables et vertes. Et en parlant de performance économique, on le voit aussi sur les marchés financiers, où 2019 et 2020 étaient 2 années où les valeurs dites vertes, qui assurent une croissance de long terme, ont surperformé leur pair. Et c'était une année catastrophique pour les entreprises énergétiques du monde d'avant versus le monde de demain. Ensuite, au niveau de ce grand débat de la RSE, on a différentes problématiques. On a également une problématique géographique quand on évoque ces sujets-là. Pour certains fournisseurs, effectivement, quand on parle de services achats, en France, ces enjeux sont présents. À l'étranger, pas forcément. Comment justement on mesure cette capacité qu'ont les entreprises françaises à le faire, mais aussi de manière plus générale, et là je formule 14 questions à la fois, mais c'est pas grave, on pourra poursuivre le débat de la sorte. Comment ces problématiques peuvent aussi gagner à l'étranger? Parce que, si je reprends mon introduction, les médias français parlent beaucoup d'ARSE, parlent beaucoup d'ISA, etc. On se connecte sur un média chinois, un média américain, on en parle beaucoup moins. Donc comment ces problématiques pourraient gagner également l'ensemble de la construction économique mondiale? Je ne sais pas qui veut y répondre, ma question est très large et j'ouvre le débat. Non, alors effectivement, déjà je ne suis pas sûr que cette thématique, ce soit une thématique sur laquelle les entreprises françaises sont nécessairement en avance. C'est-à-dire qu'il y a dans plein d'autres pays au niveau européen et même de par le monde qui ont des entreprises extrêmement vertueuses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement, on constate que les entreprises qui sont peut-être en avance ont aussi peut-être une responsabilité de prescrire, d'évangéliser, de rendre leurs partenaires, et que ce soit leurs fournisseurs ou leurs clients, plus vertueux. Et notre rôle, nous, en tant qu'école, c'est précisément de préparer les futurs managers, les futurs dirigeants des entreprises à jouer ce rôle d'évangélisation pour que cette conscience RSE percole effectivement au niveau de la sphère économique de façon large. J'ajouterais peut-être que la RSE, ce n'est pas simplement une thématique qui doit s'appréhender au niveau de l'entreprise. Je dirais que cette crise, c'est aussi un révélateur et une prise de conscience collective, aussi bien au niveau individuel, en tant que citoyen, en tant qu'acteur économique, mais à tous les niveaux, justement, de l'importance de ces thématiques et qui vont, justement, bien au-delà du monde de l'entreprise. Sur ce point-là, si je me permets de compléter, effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, depuis le début de cette crise, qui questionnent beaucoup le sens de leur métier. Notamment au moment du confinement, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de métiers pour lesquels on a organisé une continuité d'activité. Alors je pense forcément aux personnels médicaux, je pense au personnel de sécurité, je pense au commerce d'alimentation. Et on se souvient tous, les gens applaudir les personnels soignants à 20h tous les soirs. Et donc ça, finalement, ça a questionné beaucoup de gens sur le sens de leur métier, en se rendant compte que finalement, leur métier pouvait être extrêmement valorisé financièrement, extrêmement valorisé socialement, mais finalement, dans ces temps de crise, se trouvent être des métiers qui ne sont pas prioritaires, quoi. Et donc, effectivement, il y a ce questionnement au niveau individuel qui se développe. Et donc, au niveau de l'entreprise, il va y avoir un moment où les entreprises vont être sommées de répondre à cette attente sociale. Alors c'est vrai qu'actuellement, on est dans une période, on est dans un temps qui est un petit peu différent. Mon impression, pour échanger avec différents dirigeants, c'est qu'on est plutôt dans un mode survie. Donc les entreprises sont extrêmement pragmatiques et essayent de traverser en fait cette situation qui est inédite et qui pose des difficultés économiques, financières importantes. Mais il va falloir à un moment donné qu'elles s'emparent de ce sujet-là, même si elles n'ont pas nécessairement une inclination ou une conscience RSE extrêmement développée, pour répondre à l'attente sociale. Ça peut être même un facteur d'attractivité pour les futurs salariés. Et on peut penser d'ailleurs au concept de bullshit jobs de David Graeber qui nous a quittés cette année, mais c'est un concept qui a fait florès pendant la période et pendant la pandémie de Covid-19. Et justement, quand on parle de raison d'être au niveau de l'entreprise, mais aussi de raison d'être pour l'être humain, pour l'individu, on peut également penser au nouveau rôle du manager. Un manager qui, d'ordinaire, a pour habitude de donner des ordres et de vérifier que les moyens sont mis en place.
Sauf que lorsqu'on télétravaille, lorsque l'on n'est pas tous dans le même lieu, eh bien, ce rôle de prescription et de contrôle change totalement avec uniquement un contrôle possible des résultats, ce qui correspond in fine à la raison pour laquelle, en tant que patron, en général, on paye ses salariés. Eh bien, justement, que pensez-vous de ces mutations pour le manager de demain? Comment manager pour des étudiants qui sortent d'école de management? Comment manager en 2020, 2025, 2030? À cet égard, je dirais justement que l'année 2020 a constitué un tournant, puisqu'il a fallu déjà, en 2020, répondre à l'urgence du court terme. Donc c'est ce qu'indiquait Thibaut tout à l'heure. Gérer une situation de crise. Comment est-ce qu'on peut poursuivre nos activités? Et je peux donner justement le témoignage de la vie de mon entreprise. Très rapidement, on a dû s'organiser pour pouvoir tous se connecter, continuer nos activités à distance, même si ce sont des métiers qui sont par définition nomades. Il a fallu également augmenter les capacités des serveurs, continuer à faire vivre une coordination entre les différents services et les différentes équipes. Et donc là, les moyens techniques, justement, nous ont permis de surmonter cette situation ponctuelle. Pour autant, la réponse, justement, à cette urgence du court terme appelle la nécessité de penser le long terme, puisque ce n'est pas un fonctionnement qui est viable de manière pérenne, puisqu'il ne permet pas d'intégrer, d'embarquer des nouveaux collaborateurs, qui ne permet pas non plus de poursuivre totalement nos activités de manière identique. Et donc justement, pour penser ce retour à la normale, il faut justement s'appuyer sur ces aspects RSE qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Mais est-ce que ce retour à la normale sera un retour à la normale? Et peut-être, Volga, pour compléter sur ce point de vue, où vous avez peut-être une position différente? Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs représentants de la fonction achat qui ont justement vécu cette crise-là et qui ont dû s'adapter. Attention, la situation selon les secteurs d'activité, selon les entreprises est différente. Il y a certaines entreprises qui avaient déjà avant l'habitude d'avoir le télétravail et fonctionner avec ce mode de management de façon fluide. Et d'autres ont dû s'adapter de façon très brutale. D'accord? Donc, c'est surtout en fait la brutalité de la crise qui a mis les managers face à une situation dont ils n'avaient pas l'habitude. Ils ont dû s'adapter très rapidement à ce nouveau mode de management. Suite à la mise en place du télétravail et accompagnement avec la formation qui peut donner aussi les clés de réussite en fait, d'accompagnement des personnes qui sont éloignées physiquement, donc c'est pas évident, hein, c'est pas toujours la même chose. Les retours des entreprises étaient qu'un changement très important a été mis justement entre la confiance et le contrôle. Le curseur a été déplacé davantage vers la confiance et vers l'autonomisation des équipes. C'est-à-dire que désormais, en faisant le télétravail, on leur confiait une mission, on leur donnait des indications, on les accompagnait s'il fallait par des réunions très fréquentes. Mais en termes des méthodes de réalisation, on donnait plus d'autonomie. En revanche, on regardait ensemble le résultat, si ça correspondait à des attentes ou pas. Deuxième point, juste pour compléter, parce qu'effectivement c'est un point intéressant que tu soulèves, c'est vraiment cette nécessité pour les managers donc, de passer d'une posture qui est plutôt une posture de contrôle à une posture d'accompagnement. Mais il y a aussi un deuxième point, je voudrais souligner, qui est en lien avec ce qu'a dit Yann. Le risque, effectivement, c'est que les managers souhaitent que tout redevienne comme avant. Que tout redevienne à la normale. Alors c'est normal effectivement de vouloir retrouver une certaine liberté d'action, une certaine sérénité financière, mais il ne faut surtout pas que les entreprises redeviennent comme avant. Que si elles redeviennent comme avant, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'incapacité finalement d'apprendre, et notamment d'apprendre des crises qu'elles traversent. Et donc ça veut dire que ce ne sont pas des organisations apprenantes. Le rôle du manager, c'est peut-être ça aussi. C'est arriver à bâtir sur l'expérience qu'on est en train de traverser et d'en tirer les enseignements. Alors, globalement, quand on regarde ce qui se passe au niveau des organisations, on voit certainement qu'il y a différentes actions qui peuvent être menées par les managers. Premier élément, c'est qu'effectivement, cette crise, c'est un catalyseur d'un certain nombre d'évolutions organisationnelles qui ont déjà été amorcées depuis quelques années dans les entreprises. Alors, je pense effectivement au travail à distance, au télétravail, mais je pense aussi à la transformation digitale, par exemple. Donc effectivement, il y a cette crise, du fait notamment du travail à distance, a fait gagner en maturité technologique de nombreuses entreprises. Mais c'est aussi aux managers d'accompagner cette transformation digitale accélérée
pour permettre de digérer finalement ces changements qui sont des changements rapides et parfois brutaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, cette crise qu'on traverse, c'est un petit peu un test grandeur nature qui permet de faire un diagnostic organisationnel, et notamment sur l'agilité de l'organisation. Ça permet de voir finalement quels sont les services, quelles sont les activités qui s'adaptent plus ou moins facilement à des situations assez inédites. Et donc ça permet à réfléchir différemment sur la façon dont on peut agencer les activités, dont on peut agencer finalement les collectifs pour gagner en agilité. Donc effectivement, on parle souvent de l'entreprise d'après en disant que cette crise va permettre l'émergence d'une nouvelle entreprise. Je le souhaite, mais ce n'est pas automatique. Donc c'est une potentialité, mais c'est précisément aux managers d'accompagner ce mouvement-là. Alors comment accompagner ce mouvement-là? Il y a différentes techniques managériales. Moi, je me méfie toujours des recettes. Mais en tout cas, il y a certaines pistes. C'est déjà mettre en discours ce qui se passe actuellement et comment ça modifie le travail des uns et des autres, pour faire des retours d'expérience et pour arriver à trouver des modes de fonctionnement qui ont été expérimentés pendant la crise et qui sont peut-être plus efficaces d'un point de vue économique, social et écologique. Donc justement dans cette perspective de RSE qu'on a évoquée au début de l'entretien. Alors, on évoque aussi très souvent ces notions de la résilience, cette capacité à faire face à l'adversité. Par contre, si on prend juste de point de vue purement mécanique, à la définition de la résilience, je prends un métal, je le mets sous contrainte, c'est-à-dire il subit une crise, et puis une fois que j'enlève la contrainte, tout redevient comme avant, ça revient à la normale. Et donc là, du coup, là c'est pareil, si je peux juste compléter ce qu'a dit Thibaut, ce serait intéressant de considérer cette notion de la résilience, mais pas du point de vue mécanique, mais plutôt du point de vue psychologique, c'est-à-dire qu'on est capable de rebondir, on est capable d'apprendre. Et donc je pense que ça, ce serait quelque chose d'intéressant pour les entreprises. Après, le constat qui va être fait après la crise, attention, c'est pas terminé, donc on y est encore toujours. Donc il faut faire l'analyse, mais ne pas s'arrêter à la date d'aujourd'hui, justement pour pouvoir après rebondir, faire face à l'adversité et continuer à apprendre. Parfait. Alors on espère que ces échanges ont mis vos cerveaux en ébullition. Et on se retrouve tout de suite pour la prochaine rubrique, la microbulle. Dernière rubrique de cette émission, la microbulle, où nous sommes allés interroger Capucine, Laurine et Garance, qui ont elles aussi interrogé nos experts sur différentes problématiques. Alors, première question, celle de Capucine. Bonjour, alors moi je voulais vous demander ce que vous pensez de l'avenir de la formation des étudiants et l'impact que ça aura sur leur recherche de stage, et aussi qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place finalement pour améliorer leur apprentissage. C'est une question plutôt pour vous, Olga, donc répondez à Capucine. Très bien, merci Capucine pour la question. En effet, nous sommes impactés de point de vue de nos enseignements par la crise sanitaire, car pour certains programmes, une partie des enseignements a dû passer en distanciel, et donc là, le rôle du digital et des enseignements à distance est absolument important. Donc nous, côté professeurs, nous nous sommes adaptés, nous avons adapté notre pédagogie pour diffuser le savoir, les connaissances et partager avec les étudiants. Dans la deuxième question, vous questionnez sur, justement, je comprends cette inquiétude par rapport à la recherche des stages qui fait partie intégrante du parcours des étudiants en Audencia et qui est très important pour la validation de votre projet professionnel pour affiner la voie à suivre au niveau de la spécialisation. Bon, je ne vous cache pas, je n'ai pas de réponse et c'est les entreprises qui vont devoir jouer le jeu en fait pour permettre aux étudiants aussi de réaliser les stages en entreprise et continuer aussi à développer leurs compétences à travers des expériences professionnelles. Et on peut aussi penser aux anciens. On en a un qui est là. Tout à fait. Et je peux également répondre sur le plan des entreprises. Donc rassurez-vous, il y a toujours des besoins en stage. Ce qui rend la vie un peu compliquée pour les entreprises, c'est le manque de visibilité, justement. Et ça, c'est la caractéristique inhérente de cette crise. C'est qu'on ne sait pas très bien quand est-ce qu'on va en sortir et surtout sur quelles hypothèses est-ce qu'on peut prévoir notre activité future. Pour autant, il y a toujours justement des besoins de stage. Et en tant qu'alumni, j'ai également observé une initiative qui était très intéressante. C'est celle du mentorat qui a été mise en place par Audencia et qui permet en fait de mettre en relation des étudiants qui cherchent à affiner leur projet professionnel et des diplômés qui sont justement pleinement insérés. Et donc, à titre personnel, j'ai également été sollicité par une étudiante qui, justement, s'interrogeait sur ce qu'étaient les perspectives, notamment dans les métiers de l'audit et du conseil. Et donc, je trouve que c'est
c'est un bon moyen, en tout cas, d'apporter un accompagnement personnalisé qui répond en fait pleinement aux interrogations des étudiants en ce moment. Et Capucine s'interroge aussi sur l'immersion culturelle, peut-être un élément de réponse à ce niveau-là. Alors effectivement, ouais, sur l'immersion culturelle, effectivement, la crise qu'on traverse actuellement n'a pas facilité les échanges d'étudiants. Donc il y a beaucoup de nos étudiants qui n'ont pas pu partir concrètement faire des semestres à l'étranger ou des expériences professionnelles à l'étranger. Et de la même façon, beaucoup d'étudiants internationaux qu'on devait recevoir à l'école n'ont pas pu se rendre sur nos campus. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun étudiant international qui sont sur le campus, parce que certains passent des périodes longues, donc étaient déjà sur place et donc sont restés sur place. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que les cours continuent. Les cours continuent sous forme digitale pour les étudiants internationaux qui sont à distance, qui ne sont pas sur nos campus. Mais donc on arrive à avoir des cohortes qui sont des cohortes mixtes composées d'internationaux et de locaux. Et troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'ouverture internationale à l'école, ça passe certes par la mixité des étudiants, mais ça passe aussi par la mixité du corps professoral. À l'école, on a plus de 40% des professeurs qui sont des professeurs internationaux, avec de nombreuses nationalités. Et donc effectivement, l'ouverture internationale passe aussi par les perspectives qui sont apportées par les professeurs lors de leurs cours. Et finalement, dernière sous-question de Capucine, quelles sont vos idées et conseils pour améliorer l'apprentissage des étudiants dans le futur ? Je peux commencer en termes en tout cas des différentes méthodes pédagogiques qui sont développées. On essaie de développer l'apprentissage expérientiel, c'est-à-dire qu'on va proposer aux étudiants les projets quasi en immersion avec les problématiques d'entreprise. On va mettre aussi en place sur les parties des enseignements les business games, les serious games, qui vont aussi inciter les étudiants à pratiquer, à manipuler, comme dans les cas réels de l'entreprise. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on met en place au niveau de pédagogie future, pareil au niveau de développement. Alors maintenant, écoutons Laurine, qui a aussi une question à vous poser. Je voulais savoir, selon vous, quelles sont les conséquences économiques au niveau local, mais aussi national de la crise sanitaire ? Question pour vous, Thibaut. Alors merci Laurine, c'est une question effectivement qui est extrêmement importante, mais qui est extrêmement large aussi. Donc effectivement, cette crise que l'on traverse a des conséquences économiques évidentes. Alors, on a du mal à la chiffrer, parce que on n'a pas suffisamment de recul et on ne sait surtout pas combien de temps va durer cette crise-là. Mais on peut estimer que ce ne serait-ce qu'au niveau français, ça peut coûter entre 10 et 15% du PIB. Donc on est entre 300 et 400 milliards d'euros de perte de création de richesse, ce qui est énorme. Et c'est typiquement une perte de création de richesse qu'on n'a pas connue depuis la Seconde Guerre mondiale, pour le dire simplement. Ensuite, sur la question effectivement de la relation entre le local et l'international, ça redéfinit peut-être précisément la relation que les entreprises peuvent faire entre le niveau local et le niveau international. Sans être trop long, à partir de la Seconde Guerre mondiale, on est rentré dans une dynamique historique qui était une dynamique de globalisation des économies, avec effectivement des entreprises qui globalisaient leurs activités et qui localisaient, quand elles le pouvaient, leurs activités dans les pays où c'était le plus avantageux d'effectuer cette activité. Donc c'est effectivement la théorie des avantages comparatifs. Et donc effectivement la globalisation des activités, ça fonctionne très bien dans un monde qui est ouvert. Actuellement, les frontières sont fermées, ou en tout cas sont plus difficiles à franchir. La mobilité des biens, des services et des hommes est moindre. Et donc un certain nombre d'entreprises reviennent sur cette perspective de la globalisation à tout prix. Certaines entreprises réfléchissent même à relocaliser certaines de leurs activités. Donc, effectivement, ça redéfinit la relation que les entreprises ont par rapport au monde et par rapport à l'international, avec finalement des nouvelles réflexions qui peuvent émerger pour certaines d'entre elles, de relocalisation, de favoriser les circuits courts à des circuits plus longs. Et finalement, l'ensemble de ces réflexions, pour revenir à un point de débat qu'on a eu au début, peuvent être extrêmement vertueuses d'un point de vue écologique. Donc, pour le dire simplement, on rentre peut-être dans une nouvelle phase historique où la globalisation à tout prix va être questionnée et peut-être redéfinie en tout cas.
Merci Thibaut pour ces éléments. Et dernière question, une question de Garance. Que pensez-vous de l'essor actuel du télétravail et comment imagineriez-vous le futur avec de nouvelles méthodes? À vous Yann. Merci Garance pour la question. Effectivement, on a pu le constater, le télétravail a connu un plein essor. C'est ce qui a permis dans l'urgence justement aux entreprises de poursuivre leurs activités, tant bien que mal. C'est un dispositif qui a notamment prouvé son efficacité, mais qui apporte aussi des avantages, comme de la flexibilité. Il y a eu notamment le sujet des temps de transport. Je crois que les recherches de maisons secondaires ou de changement de ville ou de changement de vie n'ont jamais été aussi nombreuses après le confinement. Donc le télétravail aura normalement une part importante dans la vie d'entreprise. Pour autant, ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas la solution unique à mettre en œuvre, puisque ça ne répond pas à un certain nombre de problématiques que rencontre l'entreprise. Par exemple, pour animer une équipe, comment est-ce que vous faites pour justement créer du lien, créer une dynamique d'ensemble lorsque vous êtes 100% à distance? Comment est-ce que vous arrivez à embarquer justement tout le monde dans une direction? Et c'est peut-être ça justement le rôle du manager de demain, de faire cette espèce de trait d'union, on va dire, entre des aspirations individuelles qui sont légitimes, on l'a vu avec la crise, mais également une recherche de sens, aussi bien encore une fois individuelle qu'au niveau de l'entreprise et des acteurs économiques. Thibaut, pour compléter? Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Yann. Sur ce type de sujet, il ne faut pas être binaire, il ne faut pas opposer travail à distance et travail en présentiel. Il faut plutôt réfléchir en termes de spatialisation des activités. C'est-à-dire quelle est la meilleure correspondance entre les tâches à effectuer et les espaces dans lesquels ces tâches sont effectuées. Donc, certaines tâches qui demandent notamment de la concentration peuvent être très bien réalisées à distance, depuis chez soi ou depuis un lieu tiers. Par contre, comme le soulignait Yann, il y a certaines activités qui nécessitent du présentiel. Alors ça peut être du présentiel sur des bureaux fermés ou sur des bureaux ouverts. Par exemple, quand on a une négociation qui est un petit peu difficile à mener avec quelqu'un, on sait qu'il est extrêmement important de rencontrer cette personne physiquement parce qu'il y a un langage du corps qui est extrêmement important. Quand on fait des séances de créativité en groupe, la présence physique est aussi extrêmement importante. Donc il faut vraiment réfléchir en termes de spatialisation, et ça, encore une fois, ça ouvre tout un champ de questionnement pour les managers. Quelle est la meilleure correspondance entre les espaces et les tâches à réaliser? Eh bien, je pense que nous avons clos le débat. Merci à vous trois d'avoir participé à cette première édition de La Bulle Bleue. On invite également vous, public, à laisser des commentaires pour faire part de vos critiques, de vos retours positifs, négatifs sur ce concept. Et on se retrouve très vite pour le deuxième numéro de La Bulle Bleue le mois prochain. Bon mois à tous.